Neurasthénie et névrose d'anxiété. Sigmund Freud. Neurasthénie et névrose d'anxiété. Sur la justification de la séparation d'un certain complexe de symptômes de la neurasthénie en tant que névrose anxiante. Tant que le mot « neurasthénie » continuera à recevoir toutes les significations dans lesquelles Beard devait l'utiliser, il sera difficile de dire quoi que ce soit de généralement valable sur la maladie à laquelle il se rapporte. À mon avis, il doit être très avantageux pour la neuropathologie d'essayer de séparer de la neurasthénie proprement dite tous ces troubles névrotiques, dont les symptômes sont plus étroitement liés entre eux qu'aux symptômes neurasthéniques typiques que, d'ailleurs, dans leur étiologie et leur mécanisme. De la névrose neurasthénique typique. Ce travail de classement nous fournira bientôt une image, modèle relativement uniforme de la neurasthénie, et permettra de distinguer de la neurasthénie authentique, avec plus de précision qu'auparavant, diverses pseudo-neurasthénies, comme le tableau clinique de la névrose réflexe nasale d'origine organique, les troubles nerveux de la cachexie et de l'artériosclérose et des stades initiaux de la paralysie progressive et de certaines psychoses. Aussi elle permettra de séparer, suivant la proposition de Möbius, certains états nerveux des dégénérés héréditaires, et l'on trouvera des raisons d'attribuer plutôt à la mélancolie certaines névroses de nature intermittente ou périodique, auxquelles on donne aujourd'hui le nom de neurasthénie. Mais le pas décisif consiste à séparer de la neurasthénie un certain complexe de symptômes que nous décrirons plus loin et qui remplit pleinement les conditions détaillées ci-dessus. Les symptômes de ce complexes sont cliniquement beaucoup plus proches les uns des autres que des neurasthéniques, c'est-à-dire qu'ils apparaissent souvent ensemble et se représentent au cours de la maladie, étant l'étiologie que le mécanisme de la névrose à laquelle elles correspondent sont fondamentalement différents de ceux de la neurasthénie authentique, telle qu'elle subsiste après la séparation initiale. Nous donnons à ce complexe de symptômes le nom de névrose d'angoisse car toutes ces composantes peuvent être regroupées autour d'une composante principale, qui est l'anxiété. Au début, nous pensions que notre interprétation des symptômes de la névrose d'angoisse était originale, mais un jour une intéressante conférence de Riker nous tomba entre les mains, dans laquelle nous trouvâmes la même théorie clairement et pleinement développée. Cependant, Riker ne sépare pas de la névrose, comme je me propose de le faire, les symptômes, dans lesquels il reconnaît des équivalents ou des rudiments de l'attaque de panique, sans doute parce qu'il ne s'est pas rendu compte de la différence étiologique existante. La connaissance de la différence nous laisse libres de donner aux symptômes de la névrose anxiété un qualificatif différent des neurasthéniques, nous permettant ainsi d'établir plus facilement des généralités. Symptômes cliniques de la névrose d'anxiété. Le trouble auquel nous donnons le nom de névrose d'angoisse survient complètement ou seulement rudimentairement développé, seul ou en combinaison avec d'autres névroses. Ce sont bien entendu les cas un peu complets et en même temps isolés qui donnent surtout l'impression que la névrose d'angoisse possède une complète indépendance clinique. Dans d'autres cas, nous sommes confrontés à la tâche de nous séparer d'un ensemble de symptômes correspondant à une névrose mixte, ceux qui n'appartiennent pas à la neurasthénie, l'hystérie, etc., mais à névrose d'angoisse. Le tableau clinique de la névrose d'anxiété comprend les symptômes suivants. 1. Excitabilité générale. C'est un symptôme nerveux très fréquent, typique comme tel de nombreux états nerveux. Nous l'incluons ici parce que elle survient toujours dans la névrose d'angoisse et est théoriquement très importante. Une excitabilité élevée indique toujours une accumulation d'excitation ou une incapacité à y résister, c'est-à-dire une accumulation absolue ou relative d'excitation. Au sein de cette excitabilité élevée, sa manifestation dans l'hyprosthésie auditive, l'hypersensibilité vis-à-vis des bruits me semble mériter une mention spéciale, symptôme qui s'explique sûrement par la relation intime et innée entre les impressions auditives et sursauts. L'hyprosthésie auditive apparaît plusieurs fois comme une cause d'insomnie, dont plus d'une forme appartient à la névrose d'angoisse. 2. L'attente anxieuse. Il ne nous est pas possible d'expliquer l'état auquel nous nous référons ainsi autrement que par le nom lui-même qui lui est attribué et l'exposé de quelques exemples.
Ainsi, celle d'une femme qui chaque fois qu'elle entend son mari tousser, sujet au rhume, pense à la possibilité de contracter une pneumonie mortelle, et dans son imagination elle voit passer l'enterrement. Quand tu rentres chez toi et que tu vois 2 ou 3 personnes à ta porte, il ne peut s'empêcher de penser qu'un de ses enfants est tombé d'un balcon, et s'il entend la cloche sonner, il comprend immédiatement que c'est pour un être cher, alors qu'aucun de ces cas n'implique quoi que ce soit qui pourrait signifier une simple possibilité. L'attente anxieuse est également atténuée dans le normal, y compris tout ce que nous désignons sous les noms d'anxiété, tendance à une vision pessimiste des choses, etc., mais elle dépasse le niveau naturel chaque fois que possible, et bien des fois elle est reconnue par les patients eux-mêmes comme une sorte d'obsession. Pour l'une des formes d'attente anxieuse, c'est-à-dire pour celle qui renvoie à sa propre santé, vous pouvez réserver l'ancien terme médical hypocondrie. L'hypocondrie ne suit pas toujours une trajectoire parallèle à celle de l'attente angoissée générale, puisqu'elle requiert comme condition préalable l'existence de paresthésies et de sensations physiques douloureuses, et s'avère donc être la forme qui. Les neurasthéniques préfèrent dès qu'ils succombent à la névrose d'angoisse, ce qui est très fréquent. Une autre manifestation de l'attente anxieuse est la tendance, si fréquente chez les personnes moralement sensibles, à craindre leur propre conscience, à des scrupules exagérés, tendance qui peut aussi aller du normal au pathologique. L'attente anxieuse est le symptôme nodulaire de la névrose. L'exactitude de toute une partie de notre théorie sur une telle perturbation nous y est clairement expliquée. On peut peut-être en conclure qu'il s'agit d'un quantum d'angoisse flottant librement qui, pendant l'attente, domine le choix de représentation, et est prêt à tout moment à s'attacher à toute idée appropriée. 3. Ce n'est pas la seule manière dont peut se manifester l'attente angoissante, presque toujours latente pour la conscience, mais constamment à l'affût. Elle peut, en effet, faire irruption dans la conscience sans être réveillée par le cours de l'imagination et provoquer donc crise de panique. Une telle attaque ne peut consister qu'en la sensation d'angoisse, non associée à une représentation, ou liée à celle de la mort ou de la folie, ou encore dans la même sensation, accompagnée d'une quelconque paresthésie, analogue à une aura hystérique, ou liée à la perturbation d'une ou plusieurs fonctions physiques, telles que la respiration, la circulation, l'innervation vasomotrice ou l'activité glandulaire. Du fait de cette combinaison, le patient fait ressortir un facteur plutôt qu'un autre, se plaint de palpitations, dyspnée, transpiration, boulimie, etc. Et dans ces plaintes il passe souvent sous silence le sentiment d'angoisse ou fait légèrement allusion à il, le décrivant comme inconfort, etc. 4. Pour le diagnostic, le fait que la proportion des éléments indiqués dans la crise d'angoisse soit infiniment variable est d'une grande importance, et chacun des symptômes concomitants peut également constituer à lui seul la crise, ainsi que l'anxiété. Il existe donc des crises d'angoisse rudimentaires et leurs équivalents aux crises d'angoisse, tout probablement d'importance égale, présentant une grande richesse de formes, jusqu'ici peu étudiées. L'étude minutieuse de ces états anxieux larvaires, cœur, et de leur différenciation des autres crises constitue une tâche qui requiert d'urgence l'attention des neurologues. Voici une liste des formes de crise d'angoisse qui me sont connues à ce jour. A. Avec des troubles de l'activité cardiaque, palpitations, arythmies brèves, tachycardie de longue durée et même des états d'insuffisance cardiaque sévère, difficiles à différencier d'une affection organique. B. Avec troubles respiratoires, diverses formes de dyspnée nerveuse, crises semblables à celles de l'asthme, etc. Je dois avertir que ces attaques ne sont pas toujours accompagnées d'une angoisse perceptible. C. Crise de sudation, parfois nocturne. D. Attaques de tremblements et de convulsions, faciles à confondre avec des crises d'hystérie. E. Crise de boulimie, parfois accompagnée de vertige. F. Diarrhée émergente sous forme d'attaque. G. Attaque de vertige locomoteur. H. Attaque des soi-disant congestions, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé la neurasthénie vasomotrice. I. Attaque de paresthésie, rarement sans anxiété ou inconfort similaire.
5. La terreur nocturne des adultes, généralement accompagnée d'angoisse, de dyspnée, de sudation, etc., n'est souvent qu'une forme de crise d'angoisse. Ce trouble conditionne une seconde forme d'insomnie, dans le cadre de la névrose d'angoisse. De plus, il m'est apparu clairement que la terreur nocturne des enfants montre aussi une forme appartenant à la névrose d'angoisse. Le ton hystérique est le lien de l'angoisse avec la reproduction d'un événement ou d'un rêve. Les bons donnent au pater nocturnus des enfants l'apparence d'un cas particulier. Mais cette peur surgit aussi isolée, sans rêve ni hallucination. 6. Dans le groupe des symptômes de la névrose d'angoisse, le vertige occupe une place prépondérante qui, dans sa forme la plus bénigne, est un simple. Le vertige est dans les plus graves, celui de la crise de vertige, avec ou sans anxiété, constitue l'un des symptômes les plus redoutables de la névrose. Le vertige de la névrose d'angoisse n'est pas un vertige tournant, il ne permet pas non plus de mettre en évidence, comme le vertige de Ménière, différents plans et directions. Il appartient à la forme locomotrice ou de coordination, telle que celle produite par la paralysie des muscles oculaires, et consiste en un inconfort spécifique, accompagné de la sensation que le sol oscille, les jambes s'y enfoncent et il est impossible de rester debout. Les jambes du sujet tremblent et fléchissent, l'alourdissant comme si elles étaient du plomb. Cependant, ce vertige ne provoque pas la chute du malade. Au lieu de cela, nous devons affirmer qu'une telle attaque de vertige peut être représentée par une attaque de blackout profond. D'autres états d'évanouissement de la névrose d'angoisse semblent dépendre du collapsus cardiaque. La crise de vertige s'accompagne souvent d'anxiété de la pire espèce et s'accompagne de troubles respiratoires et cœur. Dans la névrose d'angoisse, d'après mes observations, le vertige des hauteurs apparaît également, mais je ne sais pas s'il est justifié de supposer dans ces cas l'existence concomitante d'un vertige de l'estomac laézo. 7. Sur la base de l'attente anxieuse, d'une part, et d'autre part, de la tendance aux crises d'angoisse et de vertige, se développent deux groupes de phobies typiques, l'une renvoyant aux menaces physiologiques générales et l'autre à la locomotion. Au premier groupe appartient la peur des serpents, des orages, de l'obscurité, des insectes, etc. Le scrupule exagéré typique et les diverses formes de la folie de doute. Dans ces troubles, l'angoisse disponible sert simplement à intensifier les répugnances instinctives, communes à tous les hommes. Mais, en général, la phobie d'un personnage analogue à l'obsessionnel n'émerge qu'au moment où apparaît la réminiscence d'un événement où la peur aurait pu se manifester, par exemple, après que le patient ait été surpris par un orage en plein champ. Il n'est pas correct de vouloir expliquer ces cas par la simple persistance d'une impression violente. Ce qui donne de l'importance à ces événements et fait durer leur souvenir n'est que l'angoisse qui a surgi en eux et qui peut revenir. Émerger à tout moment. Ou, pour le dire autrement, de telles impressions ne conservent leur force que chez les personnes souffrant des attentes anxieuses. Le groupe contient l'agoraphobie avec ses espèces secondaires, toutes caractérisées par leur référence à la locomotion. On retrouve souvent ici, à la base de la phobie, une crise antérieure de vertige, mais je ne pense pas qu'il faille donner à de telles crises le sens d'une prémisse indispensable. On constate, en effet, bien des fois qu'après un première attaque de vertige sans angoisse, et bien que la locomotion soit déjà constamment affectée par la sensation de vertige, cette fonction ne connaît aucune restriction, échouant, au contraire, complètement dans certaines conditions, telles que l'absence d'un compagnon ou le passage dans des rues étroites, etc., lorsque la crise de vertige s'accompagnait d'angoisse. La relation de ces phobies avec celle de la névrose obsessionnelle, dont nous avons décrit le mécanisme dans notre étude intitulée Neuropsychose de défense, est la suivante: les deux troubles coïncidant dans le fait qu'une représentation devient obsessionnelle en raison de son lien avec un affect disponible, donc pouvoir le mécanisme de transposition de l'affect peut être attribué aux deux classes de phobies. Mais dans les phobies de la névrose d'angoisse, cet affect est toujours le même, l'angoisse, et il ne relève pas d'une représentation refoulée, se révélant aussi irréductible par l'analyse psychologique que rebelle à toute action psychothérapeutique.
Ainsi, le mécanisme de substitution n'est pas applicable aux phobies de la névrose d'angoisse. Les deux types de phobies, ou représentations obsessionnelles, coexistent fréquemment, bien que les phobies atypiques, basées sur des représentations obsessionnelles, ne doivent pas nécessairement être ancrées dans le domaine de la névrose d'angoisse. On rencontre souvent un autre mécanisme, apparemment plus compliqué, lorsque, dans une phobie originellement simple de la névrose d'angoisse, le contenu de la phobie est remplacé par une autre représentation, c'est-à-dire lorsque la substitution vient s'ajouter, a posteriori, à la phobie. Pour une telle substitution, les mesures préventives qui ont été initialement essayées pour combattre la phobie sont utilisées le plus fréquemment. Ainsi, l'obsession spéculative naît de l'aspiration à se donner le sujet de lui-même une preuve qu'il n'est pas fou, comme le lui dit la phobie hypocondriaque. Les hésitations et les doutes, ou plutôt les répétitions de la folie de doute, naissent du doute justifié dans la sécurité de sa propre pensée, puisque le sujet est conscient de la perturbation très tenace de ses processus mentaux, par la représentation obsédante. On peut donc dire que de nombreux syndromes, tant la névrose obsessionnelle que la folie de doute et d'autres troubles similaires, doivent être cliniquement, sinon conceptuellement, attribués à la névrose d'angoisse. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, dans la névrose d'angoisse, l'activité digestive ne subit que des troubles très peu nombreux mais très caractéristiques. Les sensations de nausée et de malaise ne sont pas rares, et le symptôme de boulimie peut constituer, à lui seul ou avec d'autres, congestions, une crise d'angoisse rudimentaire. Comme trouble chronique, analogue à l'attente anxieuse, on retrouve la tendance à la diarrhée, qui a donné lieu aux erreurs diagnostiques les plus originales. Si je ne me trompe pas, c'est cette diarrhée que Möbius a portée à l'attention médicale dans une étude récente. Je soupçonne également que la diarrhée réflexe de Peyer, dépendante, selon cet auteur, des maladies de la prostate, n'est autre chose que la diarrhée de la névrose d'angoisse. La relation réflexe n'est qu'une apparence, niée par le fait que les mêmes facteurs interviennent dans la genèse de telles affections prostatiques que dans l'étiologie de la névrose d'angoisse. La névrose d'angoisse exerce sur l'estomac et les intestins une influence contraire à celle de la neurasthénie. Les cas mixtes présentent souvent la fameuse alternative diarrhée-constipation. La polyurie de la névrose obsessionnelle est analogue à la diarrhée. 9. Les paresthésies qui peuvent accompagner la crise de vertige ou d'angoisse sont intéressantes, car elles s'associent entre elles, comme les sensations de l'aura hystérique, formant une série. Mais, contrairement à la hystérique, ces sensations associées nous paraissent atypiques et variables. Une autre analogie avec l'hystérie est produite par le fait que dans la névrose d'angoisse il y a aussi une sorte de conversion en sensation physique. Ainsi, un grand nombre de patients rhumatismaux légers souffrent réellement de névrose d'angoisse. À côté, par suite de cette sensibilité accrue à la douleur, nous avons observé dans de nombreux cas de névrose d'angoisse une tendance aux hallucinations qui ne peuvent être considérées comme hystériques. 10. Plusieurs des symptômes susmentionnés qui accompagnent ou représentent l'attaque de panique sont également représentés sous une forme chronique, ce qui rend leur découverte plus difficile, car le sentiment d'anxiété concomitante est moins précis que dans l'attaque de panique. C'est notamment le cas des diarrhées, des vertiges et des paresthésies. Comme la crise de vertige due à un évanouissement, le vertige chronique peut être représenté par une tendance durable à la fatigue, à la dépression, etc. B. Apparence et étiologie de la névrose d'anxiété. Dans certains cas de névrose d'angoisse, il nous est impossible de découvrir un processus étiologique, et c'est précisément dans ces cas qu'il nous est plus facile de vérifier l'existence d'un défaut grave. Héréditaire. Mais lorsqu'on a quelque raison de croire qu'il s'agit d'une névrose acquise, on trouve toujours, après un examen attentif, comme facteurs étiologiques, une série de troubles et d'influences nocives provenant de la vie sexuelle. Ces facteurs paraissent d'abord de nature différente, mais révèlent rapidement le caractère commun qui explique leur action identique sur le système nerveux, et se révèlent soit isolés, soit liés à d'autres perturbations banales auxquelles il faut attribuer un effet corroborant. Cette étiologie sexuelle de la névrose d'angoisse est si répandue que je crois pouvoir me permettre,
pour les besoins de cette brève étude, de laisser de côté les cas d'étiologie différentes ou douteuses. Pour l'exposé le plus précis des conditions étiologiques dans lesquelles survient la névrose d'angoisse, il conviendra de séparer les cas d'après le sexe du sujet. Ainsi, nous dirons que la névrose survient chez les femmes, abstraction faite de leur disposition, dans les cas suivants. A. Comme angoisse virginale ou angoisse d'adolescent. Un grand nombre d'observations personnelles m'ont montré que le premier contact avec le problème sexuel, sous la forme d'une soudaine révélation de ce, puis occulté, soit par la vision d'un acte sexuel, soit par la lecture ou la conversation, elle peut provoquer l'apparition d'une névrose d'angoisse chez l'adolescent, presque classiquement associée à l'hystérie. B. Comme l'angoisse des jeunes mariés. Les jeunes mariés restés anesthésiés lors de leur première cohabitation contractent fréquemment une névrose d'angoisse, qui disparaît ensuite lorsque l'anesthésie est remplacée par une sensibilité normale. Étant donné que la majorité des jeunes mariés initialement anesthésiés ne contractent cependant pas une telle névrose, il faut considérer le concours d'autres conditions nécessaires à son apparition, que nous indiquerons plus loin. C. Comme l'angoisse des femmes dont les maris souffrent d'éjaculatio précox ou de diminution sévère de la puissance. D. De ceux dont les maris pratiquent le coïté interrompu ou reservatus. Ces cas n'en forment qu'un, puisque l'analyse de nombreux exemples nous a imposé la conviction que le facteur décisif est exclusivement le fait que la femme obtienne ou non une satisfaction sexuelle dans les rapports sexuels. Le cas négatif entraîne la condition de l'émergence de la névrose d'angoisse. En revanche, les femmes dont les maris souffrent d'éjaculatio précox, mais peuvent immédiatement répéter les rapports sexuels, avec de meilleurs résultats, restent protégées contre la névrose. Le congressus reservatus au moyen du préservatif. Cela ne nuit pas à la femme lorsque le mari est très puissant et qu'elle est rapidement excitable, mais sinon, cette forme de commerce préventif est aussi nuisible que les autres. Le coïté interrompu est presque toujours nocif pour ceux qui le pratiquent, avec cette circonstance que pour la femme il ne l'est que lorsque le mari le fait sans considération pour elle, c'est-à-dire interrompre le rapport sexuel dès qu'il sent l'éjaculation proche, sans s'occuper du cours de l'excitation. Chez la femme, quand, au contraire, l'homme attend la satisfaction de la femme, le coïté aura pour elle une valeur normale, mais, d'autre part, ce sera l'homme qui contractera la névrose de détresse. Ces affirmations m'ont été imposées par les résultats de multiples observations et analyses. Comme l'angoisse des veuves et des femmes volontairement abstinentes, souvent combinée de façon typique avec représentations obsessionnelles. F. Comme angoisse dans la période climatérique, lors de la dernière grande élévation du besoin sexuel. Les cas C, D et E contiennent les conditions dans lesquelles les attaques de névrose d'angoisse sont plus fréquentes et avec une plus grande indépendance de la propension héréditaire au sujet féminin. En ce qui concerne dans ces cas, acquis et curables, de névrose d'angoisse, nous tenterons de démontrer que la pratique sexuelle découverte constitue bien le facteur étiologique des névroses. Mais nous allons d'abord exposer les conditions sexuelles de la névrose d'angoisse chez les hommes, en établissant les groupes suivants, qui ont tous leurs analogies dans les précédents, féminins. A. Angoisse des abstinences volontaires, souvent associée à des symptômes de défense, représentations obsessionnelles, hystérie. Les raisons sur lesquelles repose l'abstinence volontaire font que cette catégorie comprend un grand nombre de sujets héréditairement prédisposés, originaux, etc. B. Angoisse des hommes qui souffrent d'excitation frustrée, lors des fréquentations, et de ceux qui, par peur des conséquences du commerce sexuel, se contentent de toucher ou de contempler la femme. Ce groupe d'affections, transférable sans modification à l'autre sexe, fournit les cas les plus purs de névrose. C. Angoisse des hommes qui pratiquent le coïté interrompu. Comme nous l'avons déjà dit, le coïté interrompu nuit à la femme lorsqu'il est pratiqué sans aucun souci de sa satisfaction, et, d'autre part, à l'homme, lorsqu'il, pour obtenir la satisfaction de la femme, dirige volontairement le rapport sexuel, retardant l'éjaculation.
De cette façon, on comprend que dans les couples mariés qui pratiquent le coïté interrompu, un seul des époux tombe généralement malade. Pour le reste, le coïté interrompu ne produit que rarement chez l'homme une névrose d'angoisse pure, dont la conséquence est généralement une névrose mixte de névrose d'angoisse et de neurasthénie. Angoisse des hommes à l'âge critique. Il y a des hommes qui, comme les femmes, traversent une période climatérique, contractant une névrose d'angoisse alors que leur puissance décline et que leur libido augmente. Ajoutons enfin 2 cas valables pour les deux sexes. Les neurasthéniques qui ont contracté leur maladie à la suite de la masturbation tombent dans la névrose d'angoisse dès qu'ils abandonnent cette forme de satisfaction sexuelle, puisque ces sujets deviennent surtout incapables de supporter l'abstinence. Comme fait très important pour la compréhension de la névrose d'angoisse, nous dirons que ce n'est que chez les hommes encore puissants et chez les femmes non anesthésiées que ce trouble acquiert un développement considérable. Chez les neurasthéniques dont la puissance a été gravement altérée par la masturbation, la névrose d'angoisse qui survient en cas de sevrage n'évolue que très mal, se limitant presque toujours à hypocondrie et un léger vertige chronique. Il faut toujours présumer que la femme est puissante, mais il ne fait aucun doute non plus qu'une femme vraiment impuissante, c'est-à-dire vraiment anesthésiée, sera toujours moins sensible à la névrose d'angoisse et résistera particulièrement bien. Les effets nocifs indiqués. Pour l'instant, nous ne voulons pas entrer dans la question de savoir dans quelle mesure il serait exact de supposer des relations constantes entre certains facteurs étiologiques et certains symptômes du complexe anxiété-névrose. La dernière des conditions étiologiques que nous nous proposons de mentionner ne semble pas, à première vue, être de nature sexuelle. La névrose de l'angoisse surgit aussi, en effet, chez les deux sexes, à la suite d'un surmenage ou d'un effort épuisant, par exemple, après de longues veillées nocturnes, une assistance continue à une personne malade ou même une affection grave du sujet lui-même. La principale objection contre ma théorie d'une étiologie sexuelle de la névrose d'angoisse sera peut-être que de telles anomalies de la vie sexuelle sont si fréquentes qu'elles sont toujours à portée de main, si peu que nous nous donnions la peine de les rechercher. Ainsi, leur apparition dans les cas de névrose d'angoisse décrits ci-dessus ne prouverait pas leur qualité de facteurs étiologiques de la névrose. De plus, le nombre de personnes qui pratiquent le coïté, etc., est incomparablement plus grand que celui de ceux qui souffrent de névrose d'angoisse. Il y a donc une immense majorité qui résiste aux pratiques nocives indiquées sans le moindre dérangement. À cette objection, il faut d'abord répondre que, compte tenu de l'extraordinaire fréquence reconnue des névroses, et surtout des névroses d'angoisse, la découverte d'un facteur étiologique rarement survenu, deuxièmement, que le fait que le facteur étiologique soit découvert dans une enquête étiologique plus fréquemment que son effet, constitue précisément la réalisation d'un postulat de pathologie, puisque d'autres conditions peuvent être nécessaires pour que le dit effet se produise, propension, agrégation de l'étiologie spécifique soutenue par d'autres influences anodines en soi, et, enfin, que la classification détaillée ci-dessus des cas appropriés à l'émergence de la névrose d'angoisse démontre sans équivoque l'importance du facteur sexuel. Mais pour l'instant nous nous limiterons aux facteurs étiologiques constitués par le coïté interrompu et à l'exposition de quelques expériences. À l'essai. 1. Tant que la névrose d'angoisse d'une jeune femme n'est pas encore pleinement constituée, mais se manifeste par des ramifications qui disparaissent ensuite spontanément, on peut montrer que chacune de ces impulsions de la névrose dépend d'un coïté dont la satisfaction était incomplète. 2 jours après le même jour ou le lendemain, chez les personnes moins résistantes, la crise d'angoisse ou d'angoisse apparaît régulièrement. Vertige, auxquels se joignent d'autres symptômes névrotiques, puis disparaissent. Tous ensemble, lorsque les échanges matrimoniaux sont peu fréquents. Un voyage occasionnel du mari ou un séjour de la femme dans quelque poste élevé, joint à l'interruption du commerce matrimonial, améliore généralement le malade. Il en va de même avec le traitement gynécologique, qui est presque toujours utilisé au début, dans ces cas, dans la mesure où il entraîne l'interruption des rapports charnels.
mais tant la cure d'altitude que le traitement local sont singulièrement inefficaces dès que les époux cohabitent à nouveau. D'autre part, si le médecin, conscient de cette étiologie, fait substituer aux époux le coïté interrompu au normal, il obtiendra toujours, dans les cas de névrose non encore constituée, la preuve thérapeutique de nos affirmations, puisque l'angoisse cesser et ne jamais revenir apparaître sans une nouvelle raison similaire. 2. Dans l'anamnèse de nombreux cas de névrose d'angoisse, on retrouve chez l'homme comme chez la femme une singulière oscillation de l'intensité des phénomènes et des alternatives de tout l'état pathologique. Une année, c'est presque bien, et la suivante, horrible, quelquefois. L'amélioration semblait due à une certaine cure, mais cette même cure échoue ensuite complètement dans une autre attaque, etc. Si nous enquêtons ensuite sur le nombre d'enfants du couple et leur ordre de succession et confrontons cette chronique conjugale à l'étrange parcours de la névrose, nous trouverons que les périodes d'amélioration ou de bien-être coïncidant avec les grossesses de la femme, pendant lesquelles il n'y avait, naturellement, aucune raison de pratiquant le commerce préventif, confirmant également que le mari a obtenu une amélioration dans toutes ses cures, quelle que soit l'heure. Classe, dont le terme a coïncidé avec un début de grossesse chez sa femme. 3. De l'anamnèse des malades, il ressort souvent que les symptômes d'une névrose d'angoisse sont venus remplacer, à un certain moment, ceux d'une autre névrose, par exemple, ceux de la neurasthénie. Dans ces cas, il est toujours démontré que peu de temps avant un tel changement du tableau clinique, un changement corrélatif de la pratique sexuelle nocive a pris effet. Ces expériences, multipliables à volonté, imposent aux médecins, pour toute une catégorie de cas, l'étiologie sexuelle, d'autres cas existants qui, du moins, nous sont rendus compréhensibles au moyen de la clé que suppose une telle étiologie, sans laquelle nous ne pouvons comprendre, il ne serait pas non plus possible de les classer. De tels cas, très nombreux, sont ceux où l'on retrouve, bien entendu, tout ce que nous avons découvert dans l'autre catégorie, c'est-à-dire, d'une part, les phénomènes de la névrose de l'angoisse, et d'autre part, le facteur spécifique représenté par le coïté interrompu, mais dans lequel s'intercale aussi quelque chose de nouveau, un long intervalle entre l'étiologie suspectée et son effet, et peut-être également des facteurs étiologiques de nature non sexuelle. Prenons un exemple, un sujet subit, en apprenant la nouvelle de la mort de son père, une crise cardiaque, et à partir de ce moment malade de névrose d'angoisse. Le cas est donc incompréhensible, puisque le sujet n'avait montré jusque-là aucun indice de disposition nerveuse et que la mort de son père, déjà très âgé, est survenue dans des circonstances tout à fait normales, et le décès normal et attendu d'un parent âgé ne peut pas être compté parmi les événements qui rendent généralement malades les personnes en bonne santé. Mais, d'autre part, nous savons que le sujet pratique le coïté interrompu depuis 11 ans, en veillant à ce que sa femme en obtienne pleine satisfaction, et cette circonstance jette déjà une lumière éclatante sur l'étiologie du cas, puisque le sujet présente exactement les mêmes phénomènes vérifiés chez d'autres personnes après une courte pratique de la manipulation sexuelle indiquée et sans l'intervention d'un autre traumatisme. De même, il faut juger le cas d'une femme atteinte de névrose d'angoisse après avoir perdu un enfant, et celui d'une étudiante atteinte de névrose d'angoisse. Elle entrave la préparation de certaines oppositions. Dans aucun de ces deux cas je ne trouve l'effet expliqué par les causes étiologiques indiquées. Vous pouvez étudier sans épuisement, et la réaction d'une mère en bonne santé à la perte d'un enfant n'est souvent rien de plus qu'une tristesse normale. Mais surtout j'aurais espéré que le travail épuisant avait produit chez l'étudiante une faiblesse cérébrale, et qu'à la mort de son fils la mère avait acquis une hystérie. La circonstance de tomber malade à la fois de névrose d'angoisse me fait donner une valeur étiologique au fait que la mère pratique le coïté interrompu avec son mari depuis 8 ans et que l'élève, depuis 3 ans, entretient des relations intimes avec une jeune femme honnête, dont il ne doit pas tomber enceinte. Tout cela nous amène à affirmer que la nocivité sexuelle spécifique du coïté interrompu, lorsqu'il ne provoque pas par lui-même la névrose d'angoisse, prédispose, au moins, à son acquisition.
La névrose d'angoisse surgit alors dès que l'effet latent du facteur spécifique s'ajoute à celui d'un autre facteur anodin. Ce dernier peut représenter quantitativement le facteur spécifique, mais pas le remplacer qualitativement. Le facteur spécifique reste toujours celui qui détermine la forme de la névrose. J'espère démontrer ce principe aussi en ce qui concerne l'étiologie d'autres névroses. Ces dernières réflexions contiennent aussi l'hypothèse, non invraisemblable en soi, que les pratiques sexuelles nocives, comme le coïté interrompu, en viennent à acquérir une signification étiologique du fait de l'accumulation d'autres facteurs. Selon la disposition de chaque individu et les autres défauts de son système nerveux, il faudra plus ou moins de temps pour que l'effet d'une telle accumulation devienne visible. Les individus qui, sans préjugés apparents, ils restent, en réalité, prédisposés, par leur pratique, aux troubles de la névrose obsessionnelle, qui en toute occasion spontanément, ou après un traumatisme insignifiant, peuvent survenir avec tout intensité, de la même manière que l'alcoolique chronique finit par acquérir, par accumulation, une cirrhose ou une autre maladie ou tomber dans le délire sous l'effet d'un état fébrile. Première contribution à une théorie de la névrose d'anxiété. Les considérations qui suivent n'aspirent à aucune autre valeur que celle d'une première tentative, dont la poursuite ne doit pas influer sur l'admission des faits décrits dans les sections précédentes. En revanche, l'admission de la théorie de la névrose d'angoisse, que nous allons essayer de développer, est rendue encore plus difficile, du fait qu'elle ne constitue qu'un fragment d'un exposé plus large des névroses. Ce que nous avons dit jusqu'ici de la névrose d'angoisse recouvre déjà quelques extrêmes qui permettent de pénétrer quelque peu dans le mécanisme de cette névrose. Ainsi, tout d'abord, le soupçon qu'il peut être d'une accumulation d'excitation et aussi du fait très important que l'angoisse sur laquelle reposent les phénomènes de névrose n'est pas susceptible de décharge psychique. Un choc serait possible, par exemple, si la base de la névrose d'angoisse était un simple sursaut ou répété justifié, qui constitue, dès son apparition, la disposition à l'angoisse. Mais ce n'est pas le cas. Un seul choc peut provoquer une hystérie ou une névrose traumatique, jamais une névrose d'angoisse. Dans un premier temps, voyant le coïté interrompu s'imposer au premier rang des causes de la névrose d'angoisse, nous pensions que la source de l'angoisse, la continuation pourrait être trouvée dans la peur éprouvée à plusieurs reprises dans chaque acte charnel, que la technique préventive échouerait et qu'une grossesse en résulterait. Mais plus tard on a découvert que cet état d'esprit de l'homme ou de la femme pendant le coïté interrompu n'a aucun rapport avec la genèse de la névrose d'angoisse, et que les femmes qui ne sont pas effrayées par la possibilité d'une grossesse sont tout aussi sujettes à la névrose que celles qui sont effrayées par cette possibilité. Le facteur décisif est, uniquement et exclusivement, le manque de satisfaction que l'un des époux doit éprouver dans la pratique du coïté interrompu. Notre découverte du mécanisme de la névrose d'angoisse trouve appui dans l'observation, non encore évoquée, que dans des séries entières de cas la névrose d'angoisse débute par une diminution patente de la libido sexuelle, du plaisir psychique, faisant que lorsqu'on communique aux patients que leur mal vient d'une satisfaction incomplète, tout nous répondent en niant la possibilité d'une telle origine, puisque précisément ces derniers temps ils ont vécu sans éprouver le moindre besoin sexuel. Toutes ces indications, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'une accumulation d'excitation, que l'angoisse, qui correspond vraisemblablement à la dite excitation accumulée, est d'origine somatique, étant donc une excitation somatique accumulée, que cette excitation somatique est de nature sexuelle, avec une diminution parallèle de la participation psychique au processus sexuel, tous ces indices, répétons-le, favorisent le soupçon que le mécanisme de la névrose d'angoisse doit être recherché dans le détournement de l'excitation sexuelle somatique, du psychique, et dans un usage anormal conséquent de ladite excitation. Nous pouvons préciser davantage cette représentation du mécanisme de la névrose d'angoisse en exposant les considérations suivantes sur le processus sexuel, se référant, en premier lieu, à l'homme. L'organisme mâle, déjà parvenu à la maturité sexuelle, produit, probablement de manière continue, une excitation sexuelle somatique qui, périodiquement, en vient à constituer un stimulus psychique.
Afin de mieux asseoir nos idées, nous insérerons ici que cette excitation sexuelle somatique se manifeste sous la forme d'une pression sur les parois, pourvues de nerfs, des vésicules séminales, de telle sorte qu'en faisant croître continuellement l'excitation viscérale atteindra un point où elle surmontera les résistances opposées à son arrivée dans le cortex cérébral et s'extériorisera comme un stimulus psychique. À ce moment, l'ensemble des représentations sexuelles données dans le psychisme se charge d'énergie et naît l'état psychique de tension libidinale, état qui entraîne l'impulsion d'arrêter la dite tension. Mais une telle décharge psychique n'est possible que par un moyen, auquel nous donnerons le nom d'acte spécifique ou adéquat. Cet acte adéquat consiste, pour l'instinct sexuel masculin, en un acte réflexe spinal compliqué, qui se traduit par la décharge des nerfs précités, et en toutes les préparations psychiques nécessaires à la production d'un tel réflexe. Seul l'acte approprié ne peut ici être efficace, puisque l'excitation sexuelle somatique se transforme continuellement, une fois qu'elle a atteint un certain niveau, en excitation psychique. Il doit nécessairement se produire quelque chose qui libère les fibres nerveuses de la pression qui gravite sur elles, supprimant ainsi toute excitation. Moment somatique existant, et permettant à la conduction sous-corticale de rétablir sa résistance. Nous ne voulons pas continuer à représenter des cas compliqués du processus sexuel de cette manière. Nous nous bornerons à constater que le schéma précédent peut aussi s'appliquer essentiellement aux femmes, nonobstant le problème posé par les associations confuses et artificielles de l'instinct sexuel féminin. Chez la femme, il faut aussi admettre une excitation sexuelle somatique et un état dans lequel cette excitation devient un stimulus psychique, une libido, et provoque l'impulsion vers l'acte spécifique, auquel est liée la sensation de volupté. Ce que nous ne pouvons indiquer chez la femme, c'est le processus correspondant à la distension des vésicules séminales. Dans les limites de cette description du processus sexuel, nous pouvons intégrer l'étiologie à la fois de la neurasthéie vraie et de la névrose d'angoisse. La neurasthéie survient chaque fois que la décharge appropriée, l'acte approprié, est remplacé par une autre moins adéquate, c'est-à-dire chaque fois que les rapports sexuels normaux dans des conditions favorables sont remplacés par la masturbation ou la pollution spontanée. Tous ces facteurs qui empêchent l'élaboration conduisent à la névrose d'anxiété psychique de l'excitation sexuelle somatique. Les phénomènes de névrose d'angoisse proviennent du fait que l'excitation sexuelle somatique déviante de la psyché se dépense sous-corticalement dans des réactions inappropriées. Nous allons maintenant essayer de vérifier si les conditions étiologiques précédemment évoquées de la névrose d'angoisse permettent de reconnaître le caractère commun que nous avons dû leur attribuer. Pour l'homme, nous avons établi comme premier facteur étiologique, l'abstinence. Celle-ci consiste dans le renoncement à l'acte spécifique qui dans tous les autres cas suit la libido. Un tel renoncement aura deux conséquences, l'accumulation de l'excitation somatique et le détournement de celle-ci dans des voies différentes par lesquelles elle espère trouver une décharge plutôt que par le psychisme. Il en résultera donc que la libido diminuera et l'excitation sera extériorisée sous-corticale sous forme d'angoisse. Lorsque la libido ne diminue pas ou que l'excitation somatique se dépense en pollution spontanée ou cesse de se produire lorsqu'elle est rejetée, tout peut survenir sauf une névrose d'angoisse. L'abstinence est aussi le facteur efficace dans le second groupe étiologique, c'est-à-dire dans celui de l'excitation frustrée. Troisième cas, celui du coït interrompu effectué en veillant à ce que la femme obtienne satisfaction, il agit en perturbant la disposition psychique au cours sexuel en introduisant, avec le travail de domination de l'effet sexuel, un travail psychique différent, produisant ainsi une déviation de la psyché. Aussi cette déviation psychique fait progressivement disparaître la libido, puis suivant le processus, à partir de ce point, là. Même parcours qu'en cas d'abstinence. L'angoisse qui surgit à l'âge critique de l'homme nécessite une explication différente. Dans ce cas, il n'y a pas de diminution de la libido, mais au contraire, comme pendant la période climatérique des femmes, il y a une augmentation si considérable de la production d'excitation somatique que le psychisme est relativement insuffisant pour la contrôler.
La subordination des conditions étiologiques chez les femmes au point de vue indiqué ne présente pas non plus de grandes difficultés. Le cas de l'angoisse virginale est particulièrement clair. Dans celui-ci, les groupes de représentation auxquels l'excitation sexuelle somatique doit être liée ne sont pas encore suffisamment développés. Chez les jeunes mariés anesthésiés, l'anxiété ne surgit que lorsque les premières cohabitations suscitent une intensité suffisante d'excitation somatique. Là où les signes locaux d'une telle excitabilité font défaut, l'anxiété fait également défaut. Le cas de l'éjaculatio praecox et du coït interrompu s'explique de manière analogue à l'homme, par le fait que la libido correspondant à l'acte psychiquement insatisfaisant disparaît progressivement, tandis que l'excitation corrélative se dépense sous-corticale. L'émergence d'un éloignement entre le somatique et le psychique au cours de l'excitation sexuelle est plus rapide et plus difficile à réprimer chez la femme que chez l'homme. Le cas du veuvage ou de l'abstinence volontaire et celui de l'âge critique se résolvent chez la femme de la même manière que chez l'homme, bien que dans le cas de l'abstinence le refoulement intentionnel du cercle des représentations sexuelles, répression à laquelle est souvent contrainte la femme abstinente, qui lutte contre la tentation. De même, au moment de la ménopause, la répugnance que la femme vieillissante ressent contre l'augmentation exagérée de sa libido doit également intervenir. Les deux dernières conditions étiologiques semblent également se subordonner facilement à notre nouveau point de vue. La tendance à l'angoisse chez les masturbateurs atteints de neurasthénie s'explique par la facilité avec laquelle les sujets entrent dans l'état de retrait, après s'être longtemps habitués à donner à toute excitation somatique, aussi petite soit-elle, une décharge, fût-elle défectueuse. Enfin, le dernier cas, c'est-à-dire la genèse de la névrose d'angoisse à la suite d'une maladie grave, d'un effort épuisant, d'une assistance prolongée à un malade, etc., s'explique par le fait que la déviation du psychisme la rend insuffisante pour contrôler l'excitation somatique, travail qui lui est posé en permanence. On sait déjà combien extraordinairement la libido peut diminuer dans ces conditions, ces cas étant un exemple fini de névrose, qui, bien qu'il ne présente pas d'étiologie sexuelle, présente au contraire un mécanisme de cet ordre. La théorie exposée ici présente en quelque sorte les symptômes de la névrose d'angoisse comme des substituts de l'action spécifique omise sur l'excitation sexuelle. À l'appui, rappelons maintenant que dans les rapports normaux, l'excitation se dépense secondairement en divers phénomènes physiques, tels que palpitations, accélération du rythme respiratoire, transpiration, congestion, etc. Dans la crise d'angoisse correspondante de notre névrose, nous nous trouvons devant ces mêmes phénomènes séparés du coït et intensifiés. On pourrait encore se demander pourquoi le manque de capacité psychique à contrôler l'excitation sexuelle conduit le système nerveux à l'état affectif singulier, constitué par l'angoisse. À cette question nous répondrons que le psychisme est envahi par l'affect d'angoisse lorsqu'il se sent incapable de supprimer un danger extérieur par une réaction appropriée, et qu'il tombe dans la névrose d'angoisse lorsqu'il se sent incapable d'arrêter l'excitation sexuelle. Né de manière endogène. Il se comporte alors comme s'il projetait cette excitation vers l'extérieur. L'affect et la névrose qui lui correspond sont en relation intime, la première étant la réaction à une excitation exogène, et la seconde, la réaction à l'excitation endogène analogue. L'affect est un état qui passe rapidement, et la névrose un état chronique, par exemple. L'excitation exogène agit comme une impulsion unique, et l'excitation endogène comme une force constante. Dans les névroses, le système nerveux réagit contre une source interne d'excitation, de même qu'il réagit dans l'affect correspondant contre une excitation externe similaire. D. Relations avec d'autres névroses. Nous présenterons quelques observations sur les relations de la névrose d'angoisse avec les autres névroses. Les cas les plus purs de névrose d'angoisse sont aussi presque toujours les plus marqués. Ces cas surviennent chez des sujets jeunes et puissants, dont la maladie date d'une date rapprochée, et présente une étiologie unitaire. Dans tous les cas, l'apparition conjointe et simultanée de symptômes de névrose d'angoisse et d'autres de neurasthénie, d'hystérie, de mélancolie ou de névrose obsessionnelle est plus fréquente.
Si, face à ce mélange clinique, on s'abstenait de reconnaître le caractère d'unité indépendante dans la névrose obsessionnelle, il faudrait aussi renoncer, en agissant avec cohérence, à la séparation, si laborieusement réalisée, de l'hystérie et de la neurasthénie. En ce qui concerne l'analyse de la névrose mixte, on peut poser le principe important suivant: dans tous les cas de névrose mixte, on peut découvrir l'existence d'un mélange de plusieurs étiologies spécifiques. Cette multiplicité de facteurs étiologiques, état de névrose mixte, peut s'établir par hasard, par exemple, lorsqu'une nouvelle action nuisible vient ajouter ses effets à ceux d'une action déjà existante. Tel sera le cas d'une femme hystérique qui, à un certain moment après son mariage, commencera à pratiquer le coïté interrompu, puis ajoutera à son hystérie une névrose d'angoisse. Ou celle d'un masturbateur, dont la pratique l'a conduit à la neurasthénie, et à qui les excitations frustrées d'une fréquentation ultérieure conduisent à la contraction d'une névrose d'angoisse comme une nouvelle maladie. Dans d'autres cas, la multiplicité des facteurs étiologiques n'est pas due au hasard, c'est l'un de ces facteurs qui a mis en jeu l'autre. Ainsi, une femme avec qui son mari a interrompu le rapport sexuel sans se soucier de sa satisfaction, et qui est forcée de se masturber après le rapport insatisfaisant pour faire taire l'excitation résiduelle douloureuse. Ce sujet, en plus des symptômes de la névrose d'angoisse, résultat de la pratique du coïté interrompu, présentera d'autres symptômes neurasthéniques, produits de la masturbation. Ou bien l'excitation résiduelle du coïté interrompu provoquera chez le sujet des idées voluptueuses, contre lesquelles il voudra se défendre, et contractera ainsi, en plus de la névrose d'angoisse, des représentations obsédantes. Ou, enfin, la pratique du coïté quatus interruptus lui fera perdre l'amour avec son mari et éprouvera un nouveau penchant, qu'elle garde soigneusement secret, montrant ainsi un mélange de névrose d'angoisse et d'hystérie. Dans une troisième catégorie de névrose mixte, l'enchaînement des symptômes est encore plus intime, la même condition étiologique étant celle qui déclenche régulièrement et simultanément les deux névroses. Alors le coup, une révélation sexuelle, cause d'angoisse virginale, engendre toujours aussi l'hystérie, et la grande majorité des cas d'abstinence volontaire sont liés d'emblée à des représentations obsédantes. De même, des rapports sexuels interrompus sans satisfaction pour l'homme ne peuvent jamais, à notre avis, engendrer une névrose d'angoisse pure, mais toujours un mélange de névrose d'angoisse et de neurasthénie. De ces réflexions il ressort qu'il faut différencier aussi des conditions étiologiques d'apparition des névroses leurs facteurs étiologiques spécifiques. Les premiers, par exemple, le retrait, la masturbation et l'abstinence, ont encore de multiples facettes, et chacun d'eux peut produire des névroses différentes. Seuls les facteurs étiologiques qui en sont abstraits, comme la décharge inadéquate, l'insuffisance mentale et la défense avec substitution, ont une relation spécifique et non équivoque avec l'étiologie de chacune des diverses grandes névroses. Quant à son essence, la névrose d'angoisse présente des coïncidences et des disparités très intéressantes avec les autres névroses majeures, notamment avec la neurasthénie et l'hystérie. Elle partage avec la neurasthénie un caractère très essentiel, celui de situer la source de l'excitation, c'est-à-dire la cause du trouble, dans le domaine somatique et non dans le psychique, comme cela arrive dans l'hystérie et la névrose obsessionnelle. Du reste, il y a plutôt une sorte d'opposition entre les symptômes de la neurasthénie et ceux de la névrose d'angoisse, opposition qui peut être exprimée synthétiquement avec l'antithèse. Accumulation-diminution de l'excitation. Cette antithèse n'empêche pas les deux névroses de se mêler, mais il se manifeste dans le fait que dans les deux cas extrêmes sont aussi les plus purs. Avec l'hystérie, la névrose d'angoisse présente une série de coïncidences symptomatologiques qui n'ont pas encore été étudiées. L'apparition des phénomènes, soit en symptômes durables, soit en accès, paresthésie, regroupés en aura, les hyprosthésies et les points sensibles, qui se manifestent chez certains substituent des attaques de panique dans la dyspnée et la crise cardiaque, l'intensification de la douleur, peut être organiquement justifiée, par la conversion, ces caractères communs et d'autres suggèrent même qu'une grande partie de ce que nous attribuons à l'hystérie devrait être attribuée à la névrose d'angoisse.
En ce qui concerne le mécanisme des deux névroses, pour autant que nous ayons pu le découvrir jusqu'à présent, nous trouvons certaines caractéristiques qui permettent de considérer la névrose d'angoisse comme la contrepartie somatique de l'hystérie. Chez l'un comme chez l'autre, c'est une accumulation d'excitation, une parité sur laquelle repose peut-être l'analogie décrite plus haut. Des symptômes. Dans les deux cas, il existe également une insuffisance psychique, à la suite de laquelle apparaissent des processus somatiques anormaux. Enfin, chez les deux aussi il se produit, au lieu d'une élaboration psychique, un détournement d'excitation vers le somatique, à la seule différence que l'excitation dans la déviation de laquelle la névrose se manifestait dans la névrose d'angoisse purement somatique, excitation sexuelle somatique, et dans l'hystérie psychique, causée par un conflit. Il n'est donc pas surprenant que l'hystérie et la névrose d'angoisse se combinent régulièrement, comme dans l'angoisse virginale, ou l'hystérie sexuelle, ou que l'hystérie emprunte à la névrose d'angoisse. L'anxiété, toute une série de symptômes. Ces relations intimes entre la névrose d'angoisse et l'hystérie fournissent un nouvel argument pour la nécessité de séparer la névrose d'angoisse de la neurasthénie, car en refusant cette séparation nous ne pouvons pas maintenir la différenciation qui nous est si essentielle entre la neurasthénie et l'hystérie. Fin. Neurasthénie et névrose d'anxiété. Sigmund Freud.